Bonsoir, je vais essayer de vous présenter quelques images qui en même temps sont une exploration un peu complexe de la forme du monde dans laquelle nous nous trouvons, forme du monde qui est en train de changer assez rapidement, une forme qui est à la fois géographique, philosophique, morale et évidemment scientifique, qui tourne autour d'un personnage que je vais essayer d'introduire, qui s'appelle Gaïa. Vous avez ici les protagonistes de la dernière conférence à Varsovie sur le climat, qui est un demi-échec, et qui, comme vous le voyez dans cette scène assez émouvante, essaye de retrouver dans les textes une décision, ou plutôt l'absence de décision, des pays qui n'arrivent pas à trouver une solution à la compréhension du monde dans lequel ils sont. Et donc cette ambiance-là, cette difficulté d'arriver à savoir dans quel monde on est, sur laquelle je voudrais méditer avec vous ce soir. Je rappelle d'ailleurs que la prochaine conférence se trouvera à Paris en 2015, la conférence climat qui est considérée par les scientifiques un peu comme la conférence de la dernière chance, et c'est une occasion pour la France de pouvoir y participer. Comme prologue, je voudrais prendre deux œuvres que vous connaissez de niveau évidemment très différent du point de vue artistique, mais que là, vous avez probablement vu. La première, c'est Gravity, dans lequel le docteur Ryan Stone est perdu dans l'espace. Elle m'intéresse d'abord parce qu'elle est superbe comme visualisation de la vie en état d'apesanteur, mais aussi parce que c'est un assez beau mythe d'un des problèmes que je voudrais essayer de traiter aujourd'hui, qui est l'espèce de restriction soudaine de l'espace à la Terre. Comme pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne veux pas donner le détail de l'histoire, mais en gros, toutes les stations spatiales qui étaient en voie d'expansion de la Terre au-delà dans l'espace sont détruites les unes derrière les autres. Et c'est le retour sur Terre, en quelque sorte, d'un astronaute qui est symbole d'un retour sur Terre de l'ensemble des préoccupations qui nous entourent. Le fait que ça soit un film d'Hollywood qui rappelle, qui essaye de scénariser de façon assez dramatique et extrêmement coûteuse, évidemment, l'espèce de restriction, le retour brutal d'un espace infini vers un espace local qui est celui de la Terre, nous intéresse évidemment beaucoup. Une autre œuvre d'un niveau évidemment très supérieur du point de vue esthétique, c'est Mélancolia de Lars von Trier, qui est une autre histoire, mais aussi assez typique des problèmes que auxquels nous allons essayer de réfléchir ce soir, d'un conflit de globes. La Terre est menacée par une autre planète, et on ne sait pas si elle va venir l'impacter ou pas. Et vous avez, pour ceux qui ont vu le film, probablement suivi ce assez jolie scénarisation d'un problème scientifique et d'un problème esthétique. Comme on ne sait pas si cette planète qui arrive sur la Terre va venir impacter la Terre ou pas, les scientifiques font un tas de calculs, mais l'un des héros du film a trouvé un petit mécanisme extrêmement simple qui consiste ce petit cercle de fer qui permet à l'enfant qui joue dans le film de vérifier si chaque jour la Terre, la planète hostile en quelque sorte qui vient vers la Terre, devient plus grande à l'intérieur de ce cercle ou au contraire plus petite. Si elle devient plus petite, ça veut dire qu'elle s'éloigne. Si elle devient plus grande, ça veut dire qu'elle se rapproche de la Terre. Et donc c'est de nouveau une œuvre d'art, cette fois-ci beaucoup plus sophistiquée, sur la même question, c'est-à-dire celle de l'arrivée d'une Terre sur notre Terre, en quelque sorte. La nouvelle façon de concevoir une Terre, comme si une autre Terre venait à nous. Et cette Terre, on ne sait pas comment on peut la rendre compatible avec la Terre sur laquelle nous habitons. Et Lars von Trier, je ne vous dis pas la fin de l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu le film, essaye de construire, dans tout son récit de film, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir une Terre qui est en train d'être détruite par une autre Terre. Donc c'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. On est sur une Terre qui est en voie de modification tellement profonde qu'on peut parler d'une destruction de la Terre par une autre Terre. Le terme qui est utilisé, que je voudrais utiliser, qui est un terme discutable évidemment, c'est celui de Gaïa.
Et l'autre terme que je voudrais introduire, qui est celui qui est utilisé par les scientifiques, c'est le terme de anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire? Gaïa, c'est un terme qui vient évidemment des Grecs. C'est un vieux terme, une vieille déesse très ancienne, une déesse qui précède même les dieux olympiens, qui a une histoire en quelque sorte très archaïque, qui est la déesse de la terre, Gé, pour ceux qui se rappellent leur éducation classique. Mais Gaïa a été réutilisé comme un terme scientifique par un scientifique anglais qui s'appelle James Lovelock pour désigner non pas la Terre exactement, mais l'ensemble des imbrications qui font que sur la planète que nous habitons, les vivants sont susceptibles d'exister. Disons, toutes les conditions d'existence qui sont des conditions d'existence qui n'ont aucune raison d'exister, une contingence en quelque sorte, la série des contingences qui permet aux vivants d'exister sur cette terre. Et Gaïa, Lovelock, que vous voyez là avec la reine d'Angleterre au moment où il était anobli, a publié toute une série de livres qui sont d'ailleurs traduits en français, des livres d'abord marginaux, qu'on considérait comme une espèce de vision presque mystique de la planète vivante, mais en fait, il s'agit d'un vrai concept scientifique. Il devient de plus en plus central dans la compréhension des mécanismes terrestres. On appelle système Terre ou géophysique ou géophysiologie, il y a plusieurs expressions pour le désigner, qui est en fait la découverte de la fragilité du dispositif de l'ensemble des vivants associés qui rendent possible l'existence des humains comme des vivants parmi les autres. Et donc ce thème de Gaïa, c'est le terme que je garderai ce soir, un terme, je trouve, assez beau, et son ambiguïté même est intéressante, le fait que ça soit simultanément un terme mythologique, un terme scientifique, donne assez la teneur ou la sensibilité de ce qu'il m'intéresse de discuter avec vous aujourd'hui. Le deuxième terme dont on a besoin, c'est celui d'anthropocène. Vous en avez peut-être entendu parler, et même sûrement, parce que c'est un terme qui se répand beaucoup, et qui est cette idée venant de géologues que nous sommes dans une époque géologique nouvelle, et comme vous le savez, les géologues, vous l'avez tous appris en classe, doivent désigner la période dans laquelle ils se trouvent, ou l'ère dans laquelle ils se trouvent, par un terme technique, un terme qui désigne la force géologique la plus grande. Quelle est la force géologique? C'est ça qui définit le nom d'une époque, ou d'une période, ou d'une ère. Et de choses intéressantes pour nous, intéressantes et tragiques, disons, les géologues se sont mis à discuter entre eux pour dire, mais en fait, la force géologique la plus puissante en ce moment, celle qui modifie le plus profondément l'activité de l'ensemble des entités qui composent la Terre, c'est les hommes. Les hommes, non pas évidemment individuels, non pas vous et moi, mais les hommes, d'ailleurs une figure assez complexe à comprendre, les hommes dans leur totalité, l'humain. L'humain, son industrie, son agriculture sont devenus la force géologique la plus importante, et c'est ce terme-là qui est encore disputé parmi les géologues, qu'on appelle l'anthropocène. Et pour comprendre cette notion, les géologues ont imaginé une image proposée par Stephen et ses collègues, qui sont ceux qui participent à ces discussions sur l'anthropocène et la définition de l'anthropocène. C'est une visualisation de l'empreinte des humains en bloc sur la Terre. Et ce qui est intéressant, la seule chose qui nous intéresse ici, c'est le dimensionnement. Ici, vous avez à peu près, sur ces trois dimensions, la population, la richesse et le niveau des brevets, qui est un indicateur de la technologie. Ils ont choisi ces trois dimensions pour définir l'empreinte. Et quand ils ont fait leur dessin, ça c'est à peu près ce que les humains représentaient sur Terre comme empreinte en 1900. Quand ils ont fait le schéma, ils pensaient que 1950 serait à peu près au milieu de cet espace-là. Or, 1950, c'est-à-dire à peu près ma naissance, les humains n'occupaient, ou l'empreinte des humains ne faisait que ce petit parallélépipède ici. Et là, c'est ce que nous sommes en 2011, au moment où ils ont publié cet article. C'est-à-dire qu'entre 2050 et 2011, l'amplification de l'empreinte
des humains sur la Terre définit un phénomène que la notion d'anthropocène cherche à préciser. C'est là où la notion d'anthropocène devient intéressante, c'est-à-dire une transformation tellement rapide, tellement profonde de l'influence des humains qu'ils deviennent une force de transformation géologique importante sur la Terre. Le terme qu'ils utilisent, c'est le terme de grande accélération. Les gens qui ont mon âge, 65 ans, se retrouvent dans une situation où ils sont nés à un moment où ils occupaient une toute petite partie de le petit parallélépipède que vous avez vu là, et pendant leur développement, pendant les 60 ans ils ont vécu, les humains, l'amplification du rôle des humains sur la planète, quelles que soient les variables qu'ils ont trouvées, la population, mais des choses que vous n'auriez peut-être pas mis tout de suite dans la grande accélération, ça c'est le nombre de rivières qui se trouvent être l'objet de barrages, par exemple, l'influence des barrages. La plupart des rivières, 78% des rivières du monde n'arrivent pas à la mer, elles ont été limitées par des barrages. La population humaine, évidemment, et le nombre de téléphones, vous voyez, ils ont tous à peu près la même forme, mais même le nombre de restaurants McDonald's, quelle que soit la série qu'on choisit, on tombe sur la même grande accélération qui suppose une expansion et un approfondissement du lien des humains avec la Terre qui est évidemment complètement nouvelle. Et lorsque vous définissez des aires géologiques, donc ça c'est celle que vous avez tous appris à l'école, ce sont des aires généralement extrêmement longues. Vous voyez, nous sommes dans le Quaternaire, voilà l'Holocène, qui est la période dans laquelle nous croyons que nous étions avant que les biologistes et les géologues inventent la notion d'anthropocène, et ils essayent de mettre là une toute petite époque qui est l'anthropocène. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les géologues sont habitués à des durées très longues. Quand nous étions à l'école, nous savions que quand on vous parlait de temps géologique, ça voulait dire des temps très longs. Or là, il s'agit d'une époque qui est plus fine que le trait de crayon, qui est d'essayer de placer là un anthropocène avec des disputes pour savoir si c'est un anthropocène qu'on va faire démarrer à la révolution industrielle ou les années 50, c'est-à-dire en gros, parce que c'est facile à remarquer dans les sédiments, la période des guerres, disons la période nucléaire, on peut dire. Donc il y a une dispute pour savoir si l'anthropocène est plutôt 1950 ou 45, 1789, avec un anthropocène long qui dépendrait, lui, des rizières asiatiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que rien ne laissait prévoir que des géologues allaient s'intéresser à cette minuscule période qui est ici et qu'ils allaient la comparer avec toutes les transformations de l'histoire du monde et ces périodes évidemment infiniment longues, parfois de milliards d'années, qui définissent la géologie jusque-là. Évidemment, on a un peu de peine à se représenter ce que peut vouloir dire pour des humains de devenir une force géologique. Mais c'est justement ça que la notion d'anthropocène essaye de capter. Les humains assemblés, ramassés collectivement, forment quelque chose qui est la plus extraordinaire, la plus prégnante des forces géologiques. C'est eux qui, en termes de sédiments, en termes de modification du climat, en termes de modification des rivières, en termes de biodiversité, jouent le rôle le plus important dans l'histoire récente. Chaque période géologique est marquée par des monuments, comme celui-ci, pas des monuments très impressionnants, mais c'est des monuments qui permettent de distinguer les différentes périodes géologiques, et les géologues installent des plaques comme celle-ci. Celle-ci est la différence entre le précambrien et le cambrien, la barrière, qui est généralement une série de sédiments, et ils marquent avec une plaque pour définir, en disant, voilà, ça c'est là qu'on peut définir un changement d'air. Et donc ces mêmes géologues se réunissent pour le moment pour essayer de définir le sédiment, l'emplacement, où on pourra désigner d'une façon frappante l'arrivée ou le début de l'Anthropocène. Le troisième terme qui est intéressant, c'est que les mêmes géologues et les mêmes biologistes essayent de définir quelque chose qui est non pas nouveau, parce qu'on les a toujours pensés, ces limites, mais qui prend une dimension
politico-scientifique nouvelle. C'est la notion de limite planétaire. C'est-à-dire que c'est cette idée qui date évidemment depuis toujours au moment du développement économique, mais que maintenant on considère de façon beaucoup plus précise comme le fait que la Terre, représentée ici par ces différentes dimensions, le climat, la pollution, le nombre d'aérosols, la biodiversité, a des limites, qui sont des limites évidemment qui sont difficiles à calculer. Il y a toute une série de disputes là-dessus, et les limites sont représentées par le cercle, qui est assez classiquement le cercle du globe, évidemment. Et là, ils ont marqué, toujours dans le même article de Stephen, de 2011, comment ces barrières et ces limites avaient été dépassées. Par exemple, pour la biodiversité, vous voyez, on est déjà très au-delà de la limite de ce qui est faisable. De même, ici, pour l'azote et le cycle de l'azote, on est déjà complètement dans une anthropisation du cycle de l'azote. Et même si le calcul de chacune de ces dimensions est évidemment disputé, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à une idée, comme dans le film Gravity, qu'au fond, la question qui se pose est celle d'arriver, est-ce qu'on est capable d'exister dans ces limites-là, à l'intérieur de ces limites? Est-ce que les humains que nous sommes, et qui sont devenus une force géologique, peuvent exister à l'intérieur de cette sphère, de ce cercle, qui est évidemment un cercle scientifique, mais qui est aussi un cercle politique? Parce que la décision de limiter notre existence et nos conditions d'existence à l'intérieur de ces limites planétaires n'est évidemment pas une décision simplement scientifique, c'est une décision de politique extrêmement importante. Ce qui est intéressant dans tous ces concepts, Gaïa, Anthropocène ou limites planétaires, c'est que ce sont des décisions ou des propositions faites par des scientifiques, géologues, biologistes, climatologues, et donc pas par des gens venant des sciences sociales ou venant de la philosophie, ou venant de la morale, ou venant de la politique. La particularité de toutes ces questions de nouvelles terres et de conflits entre de globes qui se heurtent et qui nous rendent la vie un peu compliquée, c'est que ce sont des propositions venant des scientifiques qui sont les mieux alertés ou les plus inquiets que de tous les protagonistes de cette histoire. C'est une particularité très importante sur laquelle je reviendrai. Et donc la question, si vous acceptez cette situation, c'est-à-dire on se trouve à l'intérieur de Gaïa, et la question c'est de savoir comment on y survit, en quelque sorte, il va falloir parler, c'est le titre de la conférence, le langage de Gaïa. Qu'est-ce que ça veut dire de parler ce langage? Je vais vous donner deux citations qui sont deux citations d'auteurs importants dans ces questions. La première est de Michel Serres, qui est un philosophe que vous connaissez sûrement, qui a écrit un livre il y a quelques années, une vingtaine d'années, qui s'appelle Le contrat naturel, un livre très important, sur qu'est-ce que ça veut dire, non pas d'établir un contrat social, il y a toute une histoire du contrat social entre les humains, mais un contrat, entre guillemets, avec, il ne l'appelle pas Gaïa, il l'appelle encore la nature, mais c'est le même terme. Je cite, « Dans quel langage parlent les choses du monde pour que nous puissions nous entendre avec elles par contrat ?» Mais après tout, le vieux contrat social aussi restait non dit et non écrit. Nul n'en a jamais lu, ni l'original, ni même une copie. Ce contrat social, c'est évidemment celui de Rousseau. Certes, nous ignorons la langue du monde, où nous ne connaissons d'elle que les versions animistes, religieuses ou mathématiques, mais en fait, la Terre nous parle en termes de force, de lien et d'interaction, et cela suffit à faire un contrat. Donc là, il y a une assez belle idée qu'il va falloir trouver une langue, mais que cette langue, ça va être une espèce de mélange entre une version animiste, ceux qui voient par la poésie et par mille autres sources l'animation des agents qui forment le monde, religieuse ou mathématique, auquel Serres ajoute dans son livre une version légale. Je reviendrai sur cette notion légale parce qu'elle intéresse évidemment beaucoup les sciences politiques, ou du moins la partie des sciences politiques qui est intéressée par les questions terrestres. La deuxième citation est moins connue d'un auteur très important qui est justement juriste, qui s'appelle Carl Schmitt et qui a écrit un livre entier sur cette question de la légalité ou du rapport du droit
et de la Terre dans les années 50. C'est le début de la préface, ou la fin de la préface, pardon, qu'il écrit à ce livre très important pour comprendre ce que peut être une analyse juridique de la Terre. La pensée des hommes doit se tourner de nouveau vers les ordres élémentaires de leur existence terrestre. Nous cherchons le sens qui habite la Terre. C'est le pari de ce livre et l'impératif suprême qui préside à notre travail. C'est au Pacifique que la Terre est promise. L'idée d'un nouveau nomos de la Terre ne se révélera qu'à eux. Nomos est un vieux nom grec pour définir la loi. Et la question que pose et le texte de Serre et le texte de Schmitt, même s'ils n'ont pas de lien entre eux, c'est cette question du droit ou de la loi qui est liée à cette question de l'existence terrestre nouvelle. Et ce qui rend compliqué notre affaire, c'est qu'on se trouve, pour parler de ces sujets, et même m'adresser à vous, avec des difficultés qui sont des difficultés de parole, mais aussi des difficultés fondamentales. Comme vous le savez, le CO2, c'est l'agent, un des coupables en quelque sorte, qui est à la fois responsable de notre bien-être et en même temps un des responsables de la transformation du climat. Ce qui est intéressant là, et vous voyez que c'est assez compliqué d'arriver à en parler, c'est que l'article du journal Le Monde nous met dans une histoire qui est une histoire beaucoup plus longue que l'histoire humaine. 2,5 millions d'années, c'est beaucoup plus long que l'histoire humaine. D'ailleurs, le schéma que Le Monde met dans le même article, vous voyez, il fait apparaître les premiers fossiles ici. Et donc, on se met brusquement dans une histoire pour laquelle nous n'avons aucun équipement. Qu'est-ce que ça veut dire de nous se mettre dans une histoire de 2,5 millions d'années? C'est une histoire trop longue pour nous, en quelque sorte. Nous ne tenons pas dans une histoire pareille. Et en même temps, c'est une histoire très récente, puisque c'est seulement dans les dernières années que nous avons franchi le cap des 400 parts par million de gaz à effet de serre. Et comme vous le savez, c'est le sujet de la négociation sur le climat de Varsovie. Ça sera le sujet encore, c'est le sujet se concentre autour de cette question du carbone et du CO2, l'ensemble des négociations et de la politique. Mais c'est un argument, c'est dans la page scientifique ou la page planète du Monde, c'est à la fois un énoncé scientifique et c'est en même temps un appel, une alerte. Donc c'est très compliqué de comprendre simultanément, et une des grandes difficultés de la situation actuelle, c'est que les scientifiques sont dans une espèce d'hybride entre des propos qui sont des propos comme on les aurait imaginés avant, une information, bah oui, c'est 400 ppm, oui, so what? Et en même temps une menace et une alerte. Et donc, directement, un énoncé et un article qui devrait, et qui est en fait dans les pages politiques du journal. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que ce sont des énoncés scientifiques objectifs dont la dimension politique et la dimension d'alerte pour la politique est directe. Et on a beaucoup de peine à gérer ce genre de questions parce qu'elles mélangent ce qu'on aimerait pouvoir tenir séparé, c'est-à-dire la discussion scientifique d'un côté et la discussion politique de l'autre, séparation qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance dans ces sujets. Ça, c'est la première difficulté de parole. Quand on entend le GIEC, qui est donc ce Parlement du climat dont le rapport vient d'être publié, comme vous le savez, vous l'avez probablement tous entendu, en octobre, rapport qui est attaqué parce qu'il est en fait attaqué pour de bonnes raisons, parce qu'il est en fait super optimiste par rapport à beaucoup des informations dont disposent les scientifiques. Donc la version qui pourtant est effrayante du GIEC d'octobre est en fait attaquée par certains scientifiques parce qu'elle est encore trop optimiste et que les situations pourraient être beaucoup plus graves que ne le disent les scientifiques. Mais quand on lit ce genre de... Et je vous conseille d'aller voir le site qui est très bien fait. Donc je rappelle, le GIEC, c'est l'organisation de l'ONU qui rassemble toutes les informations scientifiques, puis les informations économiques sur la question du climat. C'est déjà un hybride. C'est un parlement, c'est-à-dire c'est simultanément l'assemblée de tous les scientifiques concernés par la question, et en même temps, c'est quelque chose qui porte sur la politique, en quelque sorte, au sens de le climat,
doit être représenté d'une certaine façon à l'intérieur des décisions politiques de tous les pays. L'élément du climat est devenu en quelques années l'élément géopolitique le plus important. Évidemment, autrefois, puisqu'on parle, Nathalie parlait de Sciences Po tout à l'heure, à Sciences Po, on n'aurait pas fait de cours de sciences politiques sur le climat. Maintenant, ça devient évident qu'il faut faire de la cours de sciences politiques sur le climat, parce que le climat est devenu un des enjeux géopolitiques les plus importants. Mais ce qui gêne dans toute cette affaire, c'est qu'on se trouve dans une situation où les énoncés sont simultanément des énoncés de fait et des énoncés de valeur. Et donc, on était supposé de faire la distinction, ça devient beaucoup plus difficile de faire la distinction, ce qui évidemment entraîne un certain nombre d'autres scientifiques à créer, à partir d'une situation de fait, une controverse, qui est d'ailleurs une fausse controverse, pour faire douter, on les appelle les marchands de doute, pour organiser systématiquement la désinformation sur les questions qui nous intéressent ici. Vous voyez à gauche Franz Luntz, qui est assez célèbre dans le domaine du climat, parce que non seulement il a aidé les Bush à être élu, mais il a surtout le premier organisé la désinformation sur la question climatique, en expliquant au Parti républicain, qui jusque-là, à peu près le premier mandat de Bush père, était entièrement convaincu des questions climatiques, et du danger et de l'origine anthropique des transformations climatiques. Et Luntz a organisé, en faisant une campagne très efficace, et d'ailleurs en changeant réchauffement global par changement climatique, ce qui était déjà une astuce pour convaincre les gens que ce n'était pas si grave que ça, il a expliqué aux républicains que si les gens étaient convaincus qu'il n'y avait pas de controverse scientifique sur le climat, eh bien, ils allaient exiger des transformations politiques. Et donc, il fallait absolument éviter ça, parce que ça voulait dire qu'il allait falloir légiférer sur l'industrie pétrolière, la façon dont les Américains utilisent l'énergie, etc. Et donc, il a construit, ça a été décrit en détail, une campagne très efficace de désinformation en disant qu'il faut absolument maintenir l'idée qu'il y a une controverse scientifique, bien que, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de controverse scientifique. Le dernier rapport du GIEC établissant à 95%, c'est-à-dire quasi certitude, aussi certaine que ce qu'on peut obtenir pour des êtres humains, l'origine anthropique du changement climatique. Et nous avons eu en France la version de M. Allègre, heureusement un peu oubliée maintenant, mais c'est juste pour vous rappeler que, en même temps, il y a une raison pour laquelle cette polémique, cette fausse polémique peut se développer, à cause du caractère ambigu, nécessairement ambigu, de propos qui définissent le monde dans lequel nous nous trouvons, mais cette définition ne peut pas être simplement objective, elle est aussi nécessairement entendue comme une question politique, puisque c'est une menace. C'est comme si vous annoncez quelque chose, mais vous annoncez quelque chose qui vous concerne tous. Si je vous disais au feu, ici, il y a du feu ici dans cette salle, ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas de feu, mais c'est juste un exemple. Si je vous disais ça, cette phrase serait simultanément un fait objectif et évidemment vous transformerez vous-même et influerez votre comportement. Et donc la distinction classique entre des énoncés de fait et des énoncés d'action, disons, ne peut plus être appliquée. C'est ça qui nourrit ou qui donne une occasion aux climato-sceptiques, comme on les appelle, de façon un peu anormale d'ailleurs. Heureusement, vous avez maintenant toute une littérature de très bonne qualité, donc cet excellent livre qui a été traduit en français sur les marchands de doute par ma collègue Naomi Oreskes. Et il y a maintenant plein de blogs qui suivent assez régulièrement la campagne de désinformation des climato-sceptiques. Mais la protection qu'il faut exercer pour faire que la sphère publique continue à pouvoir discuter de ces questions n'est pas négligeable. Il faut se donner pas mal de mal pour maintenir pour dépolluer, si j'ose dire, la sphère publique. Si vous acceptez cette idée qu'il va y avoir des difficultés de parole, puisqu'il va s'agir de transformer assez profondément la façon dont on parle de l'environnement dans lequel nous nous trouvons,
l'une des difficultés vient de la notion de globe. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais alors, moi, je suis juste une personne, comment est-ce que je peux être responsable d'une transformation du climat à l'échelle de la Terre sur des périodes de millions d'années? C'est un poids qui est trop grand pour moi. Je n'ai pas l'équipement psychologique, je n'ai pas l'équipement affectif, je n'ai pas l'équipement mental, cognitif, de supporter ce poids. Et c'est un des grands problèmes de la question du globe. Quand on parle de globe, on a l'impression de porter sur ses épaules, comme Atlas, ici vous avez à gauche l'Atlas Farnèse, le poids en quelque sorte de la Terre, qui est un ancien mythe très important, et que vous savez que ce mythe a changé de sens au moment de la révolution scientifique, que vous avez ici à droite, lorsque le même Atlas, au lieu de porter la Terre sur ses épaules, s'est mis à la voir dans les mains. C'est la première fois qu'on utilisait le mot Atlas par le grand géographe Mercator pour décrire la domination par la science et par la géographie. Il s'agissait de la science géographique qui tenait dans ses mains le globe que jusqu'ici, dans la mythologie, on avait sur les épaules. Donc il y a quelque chose dans la notion de globe qui ne fonctionne pas bien. Le globe est trop global, en quelque sorte, pour être porté par les humains qui le subissent. Les géographes, au XIXe siècle, ont essayé de comprendre cette notion de globe. Là, vous avez un célèbre géographe qui s'appelle Élisée Reclus, un des grands anarchistes et communards de la période des géographes, ce grand moment de la géographie française, qui avait imaginé de représenter le globe en face de la Tour Eiffel. C'est à peu près la hauteur de la Tour Eiffel, ce qu'il avait imaginé là, au moment pour l'exposition universelle de 1900. Vous voyez, une espèce d'immense scène dans laquelle la Terre était vue de l'extérieur. Patrick Guedes, qui était son ami à Édimbourg, a aussi imaginé d'autres représentations de la Terre. C'est le moment où la géographie essaye de donner du globe une représentation qui soit totale et complète, mais évidemment avec la difficulté, c'est qu'elle est trop globale, c'est-à-dire qu'elle va trop vite dans la composition de cet être qui nous supposait nous entourer et nous tenir. Encore un autre modèle, celui-là a été construit, il a existé pendant 11 ans, en plein Londres, et là l'idée astucieuse, c'est qu'on est à l'intérieur de la sphère, et on visite en quelque sorte le globe en étant entouré par le globe, ce qui était une assez belle idée du point de vue théâtral, si j'ose dire, puisqu'on était dans la scène, on rendait sensible le fait d'être englobé par la Terre, puisqu'on la visitait de l'intérieur. L'ensemble de ce mythe du globe global, trop prématurément global, a été analysé par Peter Sloterdijk, qui est un des philosophes, le philosophe allemand le plus important en ce moment, comme une espèce de résurgence d'une vision religieuse du globe. C'est-à-dire que le globe, en fait, c'est une idée scientifique, bien sûr, mais c'est aussi toujours une idée religieuse. Ils n'ont pas forcément la bonne taille pour comprendre de quoi il s'agit dans toutes ces questions qui viennent à nous. En fait, la difficulté, c'est que la notion de globe que nous utilisons quand on dit l'écologie est un phénomène global, en fait, on ne sait pas où mettre on ne sait pas comment cartographier ces questions-là. Et en fait, on est dans la même situation qu'avant la découverte de l'Amérique. Là, vous avez les cartes, le type de carte avec Jérusalem au milieu, tel qu'on imaginait les cartes du monde avant la découverte de l'Amérique. Et on a inventé ces cartes que vous connaissez tous et que nous avons tous appris à l'école pendant, disons, les 3 siècles qui ont suivi. Mais en fait, maintenant, pour comprendre comment il faudrait représenter ces nouvelles terres qui sont en conflit les unes avec les autres, ces nouvelles définitions d'existence terrestre, il faudrait d'autres cartographies. Il faudrait réinventer une autre définition du territoire, si bien qu'on est en fait aussi perdu devant la découverte de la nouvelle terre que l'étaient nos prédécesseurs lorsqu'on a découvert l'Amérique. C'est un des sujets qui nous avait intéressés pour lancer le thème d'ailleurs de la série de conférences et de spectacles de Reims cette année. C'est-à-dire on est aussi démunis par l'arrivée de ce n'est pas une nouvelle terre au sens de « je découvre l'Amérique », c'est
je connais très bien l'Amérique, l'Asie et toutes les autres terres, mais leur forme, la façon dont elles sont vivantes, la façon dont elles sont politiques, la façon dont elles sont en conflit les unes avec les autres, elle est nouvelle, et là on n'a pas les cartes. On ne sait pas représenter les territoires sur lesquels les conflits ont lieu, et c'est pour ça que des conférences comme celle de Varsovie, la semaine dernière, ou dans 2 ans celle de Paris, sont tellement risquées. Parce qu'en fait, on n'a pas la représentation de la géopolitique qui correspond à cette situation. Et pour une raison que vous comprenez maintenant très bien, c'est que cette définition même de l'espace dans laquelle nous nous trouvons a complètement changé de sens à partir du moment où on est passé de la version qui est ici à droite, c'est-à-dire l'idée d'une expansion infinie, ou indéfinie en tout cas, de l'espace, à une version beaucoup plus limitée, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les limites planétaires. On est comme si on était passé, pour reprendre le célèbre slogan de l'Empire espagnol, plus ultra, c'est-à-dire toujours au-delà, à maintenant une espèce de restriction, de limitation de l'espace dans lequel on se trouve. Encore une fois, comme dans Gravity, le film brusquement, on se retrouve à l'intérieur d'un espace qui est beaucoup moins grand, et beaucoup moins, en tout cas pas extensible, ou beaucoup plus presque étouffant, je dirais, alors que notre mythologie est entièrement fondée sur cette idée de plus ultra, c'est-à-dire qu'on pourra toujours aller de l'avant, on pourra toujours se développer, on pourra toujours s'amplifier, on pourra toujours trouver un autre monde, mais il n'y a pas d'autre terre vers lequel nous pouvons nous diriger. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre terre. C'est ce que Sloterdijk, dans un néologisme assez frappant, dit il faut apprendre à être monogéiste. Non pas monothéiste, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais monogéiste, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une terre. Et comme vous le savez, quand on fait des calculs sur l'utilisation de la terre par les différentes régions du monde, les Américains vivent dans une situation où il faudrait 5 planètes pour les faire vivre durablement. Et nous, il nous en faut 2,5. Et on n'en a qu'une. Donc le problème, c'est de passer de 5, 2,5 à 1. C'est ça que Sloterdijk explique par son expression de monogéisme. Et donc, évidemment, puisque le globe n'est pas la bonne taille, il est trop grand, mal fichu, mal dessiné, pas cartographié, il faut essayer de se donner une autre sensibilité. Et c'est cette dernière partie que je voudrais présenter avec vous, parce qu'elle est directement reliée à ce qu'on va essayer de faire pendant ces semaines ici. Une autre sensibilité, ça veut dire une autre façon de se relier à l'espace, au temps et à la terre, au sol, c'est-à-dire se donner une autre... Voici par exemple, ici, une œuvre de Saraceno, présentée à Milan, que je trouve très intéressante. Le film est fait par moi, donc il n'est pas du tout bon, mais ça n'a pas d'importance, vous allez comprendre comment il fonctionne, qui s'appelle Space-Time Foam. Les gens sont accrochés à des espaces, donc sur des espèces de plaques. Donc on est à l'intérieur d'un cube pressurisé de 25 mètres sur 25 mètres. On est en surpression, c'est-à-dire que la pression dépend des gens qui entrent et qui sortent en bas, et vous avez 3 couches successives de ce film plastique à l'intérieur duquel les gens se déplacent un peu. Au début, on a l'impression qu'on est dans une trampoline, sauf qu'on ne peut pas vraiment bouger et qu'on est obligé d'être toujours en situation de rouler. Et chose intéressante, à chaque fois que les gens se déplacent, ils créent pour les autres des transformations assez rapides de leur position. C'est bien que quand vous êtes tout seul dans un coin, vous êtes en fait absorbé et sucé par le système et vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous avez une impression très étrange. Et cette impression très étrange est une assez belle œuvre. Thomas Saraceno est un très grand plasticien pour rendre sensible le fait que le médium à l'intérieur duquel nous pensons que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes là, on se déplace, je bouge sans aucune difficulté,
est devenu en fait l'agent le plus difficile avec lequel il faut négocier. Et donc vous ne pouvez plus ni vous bouger, ni sauter, vous êtes obligé à chaque fois de vous déplacer avec beaucoup de précautions dans un espace qui dépend en plus de la modification de tous les autres qui sont autour de vous. Donc c'est une très, très profonde façon, très, très efficace, de rendre sensible la nouvelle situation où l'air, ce qu'on considérait justement comme étant indiscutable, devient au contraire l'intermédiaire, sous le nom de CO2 ou de climat, le plus difficile avec lequel il va falloir négocier. Vous avez d'ailleurs assez curieusement des guides d'alpinistes qui sont là toute la journée pendant que l'œuvre a eu lieu pour aller avec des cordes chercher les gens qui sont prisonniers en fait, qui sont sucés par le dispositif et qui sont tout seuls. Ils ne peuvent plus sortir. Il y a donc non pas des pompiers mais des alpinistes, des guides de montagne qui vont rechercher les gens qui sont enfoncés dans ce film. C'est difficile à décrire parce que l'œuvre est assez particulière. Donc Saraceno a trouvé une assez belle formule pour présenter en fait la question de la nouvelle sensibilité. C'est quoi se retrouver dans une atmosphère où aucun des éléments usuels de l'atmosphère, c'est-à-dire leur invisibilité, le fait que ça ne pose aucun problème, c'est une évidence, on est à l'intérieur d'une atmosphère. Non, ce n'est pas une évidence du tout. L'atmosphère elle-même se remplit en quelque sorte d'intermédiaires, se remplit d'une difficulté. Ce qui était un intermédiaire indiscutable devient un médiateur extrêmement discutable, ce qui est exactement ce qui nous arrive maintenant avec la question du climat. Comme Olafur Eliasson et beaucoup d'autres, ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup à ces questions intermédiaires entre un deuxième exemple, vous connaissez probablement ce thème, c'est un peu un cliché de la réflexion de Walter Benjamin sur le sens de l'histoire, sur l'Angelus Novus, l'ange qui se déplace et qui laisse des destructions derrière lui. Et vous allez voir ici une très courte œuvre qui essaie de représenter cette fois-ci non pas la difficulté de l'espace, mais la difficulté du temps. Je vous la laisse regarder. Vous allez voir Stéphanie Ganacho, qui est bien connue ici à la Comédie, qui interprète l'ange de la géohistoire. C'est la même image saisie des deux côtés, n'est-ce pas ? C'est notre histoire. C'est-à-dire qu'elle s'enfuit et elle se retourne et elle voit arriver la nouvelle situation, la nouvelle terre dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est un mouvement de danse qui résume en quelque sorte ce changement très profond, non pas simplement dans la conception de l'espace, il n'est plus infini mais il est maintenant fini, mais dans la conception du temps. C'est plus une fuite où on s'enfuit devant les horreurs du passé, mais on regarde ce qui se passe derrière soi, et quand on se retourne, on voit arriver d'autres horreurs, en quelque sorte, c'est-à-dire la situation qui l'effraie,
la situation qui la bouleverse, de voir ce qui arrive maintenant, qui est la différence entre disons, l'ancienne définition du futur et la nouvelle définition de l'avenir. C'est-à-dire la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'avoir une autre forme de temps et une autre forme d'espace, ce qui rend évidemment l'existence un peu plus compliquée. Puisque nous sommes dans un théâtre, il m'a paru important de dire que ce genre de création de sensibilité, c'est précisément ce que permet le théâtre. C'est l'ancienne idée du théâtre du globe, après tout c'était le terme que le théâtre de Shakespeare lui-même avait, c'est-à-dire l'idée que sur scène, et ce n'est pas par hasard que Shakespeare écrivait précisément au moment des grandes découvertes, le moment de la transformation complète de toutes les mentalités religieuses, morales, civiques et scientifiques à propos de la découverte du Nouveau Monde, il a fallu inventer un nouveau théâtre. Nous nous trouvons un peu dans la même situation, et je me permets de donner quelques images de la pièce que vous verrez, je l'espère, samedi ou dimanche, qui est Gaia Global Circus, où là, l'idée est assez simple, de nouveau pour rendre visible et sensible ce changement de nature de la condition dans laquelle nous nous trouvons, c'est que la distinction entre un décor et l'action s'amenuise. Au théâtre, la différence doit être faite entre le décor qui n'est pas supposé bouger et ce qui se passe sur scène. Le problème, c'est que vivre dans l'anthropocène ou vivre dans la nouvelle situation de Gaïa, c'est s'apercevoir que le décor a une histoire. Et le discours, il est en fait l'acteur principal. Et donc, c'est un peu ce que les auteurs de cette pièce ont imaginé, c'est-à-dire que le décor devient l'acteur principal, et en tout cas, il agit suffisamment pour modifier complètement le comportement des acteurs qui se trouvent sous son... comment dire, non pas exactement sous son ombre, mais en relation avec les transformations et les mouvements de cet être qui se trouve non pas au-dessus d'eux, non pas simplement autour d'eux, mais avec eux, pour essayer d'imaginer une modification assez profonde du rapport avec l'environnement. Et donc, pour finir, là, je finirai sur un des termes qui nous avait servi avec Ludovic Lagarde pour définir le thème de cette année de la scène d'Europe, c'était d'arriver à proposer une situation où toutes les transformations dont j'ai parlé jusqu'ici se résument à la question de savoir si on est des humains ou si on est des terriens. Terrien, c'est un terme qui est utilisé en science-fiction, qui est très utile parce qu'un terrien, c'est quelqu'un qui a une terre, et les humains, c'est quelqu'un qui a de l'humus. C'est le même mot, vous savez, humus et humain, c'est le même mot, et terrien, c'est terre. Donc il y a ces deux façons différentes d'habiter des sols, et la question qui se pose, et qui va se poser de plus en plus maintenant, si vous avez compris cette espèce de liaison très étrange entre des conceptions proposées par les scientifiques qui ont toute une dimension politique directe, et que les artistes sont obligés de prendre en compte parce que nous n'avons pas l'équipement sensible, c'est qu'on va se trouver dans une situation, peut-être pas de guerre, mais en tout cas de conflit entre les humains et les terriens. C'est d'ailleurs ici une très belle œuvre d'Adam Lowe, qui est un grand artiste anglais qui habite à Madrid et qui a inventé, imaginé et produit un nouveau système de projection de la Terre. Ce que vous voyez là, c'est une maquette d'une nouvelle projection de la Terre en 3D qui a le gros avantage de rendre visible à la fois la familiarité, c'est exactement la même map monde que celle que nous connaissons, sauf qu'elle nous apparaît très différente. Et donc c'est une bonne façon, pour conclure cette petite présentation, de nous rappeler que aucun des éléments avec lesquels nous construisons le cadre de notre existence quotidienne n'est le même. Et c'est cette extraordinaire transformation qui est révolutionnaire au sens propre, que nous avons beaucoup de peine à comprendre, parce qu'elle ne cadre dans aucun des schémas de pensée que nous avons, et en particulier pas dans le schéma usuel de la révolution, parce que ce n'est pas du tout une révolution, c'est une révolution qui a déjà eu lieu en quelque sorte, et c'est une révolution dont les agents principaux sont des êtres physiques ou des êtres biologiques, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait inhabituel. Et c'est pour ça, pour essayer d'avancer dans ces questions, que nous avons proposé ce thème cette année pour la série de
d'événements qui ont été organisés dans le cadre du festival. Je vous remercie.